Quelques notions sur les emplois des déterminants. Vous trouverez l'essentiel des notions sur les déterminants dans le précis de langue française appliquée sur les pages 121 à 126. Alors ici, je propose quelques études d'exemples pour clarifier plusieurs points. Alors, notamment, nous avons déjà parlé de façon assez complète de certains emplois de deux, et notamment de la question de la négation, de la règle de cacophonie, des questions de contraction avec des, et des conséquences que ça pouvait avoir sur le sens. Ici, je vais aborder plusieurs distinctions qui sont liées à la définition. Donc, la détermination définie-indéfinie, qui est reliée donc à des catégorisations de déterminants comme définis ou indéfinis. Regroupement en fonction des emplois possibles devant les noms, et donc l'actualisation du nom par le déterminant. En même temps, la notion de nom massif et non comptable, et la distinction entre emploi générique et emploi spécifique. Alors au passage, j'aborderai la question des déictiques, mais très rapidement pour justifier les différentes valeurs du déterminant article défini. Alors je rappelle quand même que, comme nous l'avons déjà vu, il y a certains liens à faire entre pronoms et déterminants pour ce qui est des sous-catégories, ainsi qu'évidemment de nombreuses différences. Nous avons abordé la question des pronoms dans une précédente vidéo. Là, la question des déterminants m'oblige à rappeler que pour les pronoms, nous avons une sous-catégorie commune avec les déterminants, c'est des démonstratifs. Alors, on a cette pour les déterminants démonstratifs, et celui-là pour les pronoms démonstratifs, ce, qui s'abrège en C apostrophe dans c'est lundi, par exemple, ce et, avec élision du ce en C apostrophe, et qui renvoie aussi à cela, qui a une fonction en français de présentatif. Alors, le pronom démonstratif est employé souvent devant une proposition subordonnée relative avec une forme de type celui qui, celle qui, ce qui, etc., ce que, ce dont, permettant de construire une relative dite périphrastique. Alors, cet emploi montre que le démonstratif est d'emploi défini, c'est-à-dire que la relative qui suit détermine la valeur du démonstratif, qui en réalité est un déterminant qui prend la forme d'un pronom uniquement lorsqu'il est suivi de si, là ou de la relative. Donc ça permet de souligner l'intérêt de la distinction entre déterminant défini et déterminant non défini. Alors, on va considérer aussi de la même façon le possessif, le mien. Alors, je me suis attardée déjà sur le pronom possessif. Là, le déterminant possessif, mon, ma, mes. Je ne vais pas revenir sur la question de personne puisque nous l'avons vu quand nous avons parlé des possessifs. Mais de la même façon, l'emploi du possessif en tant que déterminant recouvre des emplois définis. On a donc le pronom relatif, leurs différentes formes, qui, que, quoi, dont, où, les formes en lequel et donc les différentes formes prises en fonction du genre et du nombre, laquelle, lesquelles, féminin, lesquels, masculin. Les contractions qui sont permises avec l'amalgame de la préposition à avec la partie article du pronom relatif le qui donne au, donc auquel, au pluriel auquel masculin, mais aussi auquel au féminin. Donc il faut faire attention à ce féminin qui peut proposer des problèmes d'accord et d'orthographe, puisque la forme est régulièrement interprétée comme un masculin pour des raisons d'homophonie. Alors toujours dans les pronoms, on distingue les pronoms personnels des pronoms réfléchis. Alors, on a déjà parlé des pronoms personnels en parlant de la notion de personne. Là, je m'attarde un peu sur le réfléchi, en mettant en valeur l'existence en français du verbe dit pronominal, tel que s'évanouir. C'est un verbe, le verbe pronominal, qui ne peut pas être employé sans le pronom réfléchi. On ne peut pas dire j'évanouis.
On dit toujours « je m'évanouis ». Alors, c'est intéressant pour la question de l'accord du participe passé, parce que la forme, des formes composées de ce verbe, on peut prendre l'exemple du passé composé, on va avoir une tournure avec ce plus l'auxiliaire et le participe passé du verbe au participe passé. Et le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. C'est pour le verbe dit pronominal qu'on dit aussi essentiellement pronominal. En français, il est toujours possible de faire pour un certain nombre de verbes, donc le verbe en l'occurrence ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, d'employer un tour pronominal. C'est-à-dire de substituer à un emploi qui utilise l'auxiliaire avoir, un emploi qui utilise le pronom réfléchi et l'auxiliaire être. Donc on peut habituer quelqu'un à quelque chose, mais on peut dire aussi il s'est habitué à sa nouvelle vie. Là, on trouve la forme se du pronom réfléchi sous la forme LID, S', qui est celle de la troisième personne du singulier ou du pluriel. Me, te, ce, nous, vous, ce, pour le pronom réfléchi. Donc on a une homonymie entre troisième personne du singulier et du pluriel, ce qui est assez important pour les questions d'accord et d'erreur que ça peut engendrer. Alors ce verbe habituel est employé ponctuellement, occasionnellement, de façon pronominale. C'est pour ça qu'on parle de tour pronominal. Et dans ce cas-là, l'accord du participe passé suit la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire qu'on considère que le verbe habitué s'emploie normalement avec l'auxiliaire avoir et que le tour employé ne modifie pas la règle d'accord. Ainsi, on va trouver cette règle suivante. Le participe passé s'accorde avec le COD s'il est antéposé au verbe, c'est-à-dire s'il est placé avant le verbe. Si le COD, le complément d'objet direct, est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec celui-ci, donc avec le complément d'objet direct. On peut prendre cet exemple. Elles se sont dit des paroles. Alors, elles ont dit quoi? Des paroles et complément d'objet direct. À qui? À elles-mêmes, qui est remplacé par ce, complément d'objet second. On n'accorde donc pas le participe passé dit avec ce, puisqu'il est complément d'objet second. On n'accorde pas non plus avec des paroles, qui est complément d'objet direct, puisque des paroles est placé après le verbe. Et on n'accorde pas dit, et surtout pas avec le sujet, puisqu'il s'agit de l'emploi d'un verbe occasionnellement pronominal. Elles se sont dit l'une à l'autre des paroles. Donc c'est bien le sens normal du verbe dire, mais qui est proposé dans un tour où on met en valeur la réciprocité par le pronom réfléchi. En français, on ne distingue pas la réciprocité et le réfléchi, comme dans d'autres langues, par exemple en anglais, où on va avoir le choix entre themselves pour le réfléchi et each other pour la réciprocité. Si on place le COD avant le verbe dans un tour de ce type, les paroles qu'ils se sont dites étaient douces. Alors le COD est Q apostrophe, c'est-à-dire le pronom relatif que, sous la forme LID, qui remplace l'antécédent situé juste avant les paroles. Donc que est féminin pluriel et complément d'objet direct du verbe dire. Il est placé avant le verbe, donc on accorde le participe passé au féminin pluriel dite. Alors ça c'est un petit aparté puisqu'on parle du pronom personnel et du pronom réfléchi, puisque ces notions sont utiles à différents moments. Mais un point plus long sera proposé sur l'accord du participe passé, la question du tour pronominal et des différentes difficultés liées à ce type d'accord. Alors toujours dans les pronoms, on peut parler aussi du pronom impersonnel, du dit impersonnel, en fait, qui est une substitution à rien sous la forme de il, troisième personne du singulier masculin, dont on a parlé déjà. Du pronom indéfini on, donc, qui désigne une personne indéfinie.
À ne pas confondre avec l'énalage de nous, sous la forme on, qui renvoie à plusieurs personnes, dont une première personne. Une série de pronoms indéfinis, donc le même, l'autre, chacun, quelqu'un, qui fait l'objet d'un point spécifique, et le pronom interrogatif, donc, ou habitu, par exemple, ou. Alors, on voit que, par exemple, la forme laquelle renvoie à certaines formes du relatif, hein, pour le pronom interrogatif. Alors, la difficulté de l'analyse du pronom et aussi du déterminant vient du fait que certaines formes sont identiques pour certaines natures différentes. Donc l'analyse est indispensable. Alors maintenant, puisque nous parlions de deux comme point central de la question d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux déterminants. Alors, les déterminants articles, on les a déjà évoqués, le, la, les, définis, un, une, des, indéfinis. On peut s'arrêter sur 1, remarquez que 1 est aussi un déterminant indéfini, est aussi un déterminant numéral cardinal. Donc ça dépend des emplois. Le démonstratif, donc ce, cette, pour le masculin, hein, ce devant un mot qui commence par une consonne, cette devant un mot qui commence par une voyelle, ou un H muet, et cette au féminin. Le possessif, mon, dont on a déjà parlé, qui varie en genre, nombre et personne. Le relatif, qui est assez ancien, voire rare, et qui donne une tonalité juridique souvent au texte. L'indéfini, donc même, autre, chaque, quelque, tout, un, que l'on trouve assez régulièrement dans des syntagmes déterminants, dont on parlera après. L'exclamatif, qui n'existe pas sous la forme du pronom. L'expression quelle belle maison, quelle, déterminant exclamatif détermine maison, donc féminin singulier. L'interrogatif, donc quelle maison habites-tu? Donc là on a vu qu'on avait un pronom qui correspondait en face du déterminant interrogatif. Et puis le numéral, donc il peut être ordinal, permettre un classement, premier, second, deuxième, troisième, ou cardinal, 1, 2, 3, etc. Alors la distinction entre déterminants définis et indéfinis, en deux grands groupes rassemblant les déterminants en fonction des emplois qu'ils permettent lors de l'actualisation du nom, permet d'opposer des sous-catégories donc de déterminants. Cette distinction se voit lorsqu'on observe les relatives, les propositions subordonnées relatives adjectives, en distinguant celles qui sont déterminatives de celles qui sont explicatives. Puisque là, on voit la correspondance avec l'emploi du déterminant défini et indéfini. Donc, si l'on prend les exemples suivants, j'ai acheté un livre à mon frère, d'une part. J'aime ce livre, mon frère aîné est parti en vacances. Alors, on peut construire une proposition subordonnée relative, déterminative, c'est-à-dire qui va permettre la détermination du nom livre au point que son actualisation puisse être faite par un déterminant article défini. En effet, si je dis j'aime le livre, si je n'ai pas déjà parlé de ce livre, cela pose un problème de détermination. Par contre, si je dis j'aime le livre que j'ai acheté à mon frère, détermine livre et permet ainsi d'employer le déterminant article défini. Alors, la même situation se retrouve avec ce. J'aime ce livre. Seulement là, ce est suffisamment défini, notamment parce qu'il y a possibilité d'avoir un emploi déictique, de s'appuyer sur la situation d'énonciation pour observer de quel livre il s'agit, parce qu'il est présent sur la table, dans la main, etc. Et ainsi que j'ai acheté à mon frère est un ajout, un élément explicatif complémentaire, d'où la virgule.
Même système avec j'ai acheté un livre à mon frère qui est parti en vacances. On a là un déterminant indéfini. Mon frère est actualisé par un déterminant possessif et donc ainsi suffisamment défini pour que la relative adjective devienne un ajout, donc explicative, et ainsi séparée par une virgule. Ainsi, la différence entre relative, adjective, déterminative et explicative, qu'on manifeste aussi sous la forme d'opposition entre essentiel et non essentiel, est en lien avec l'emploi du déterminant qui est devant le nom antécédent, c'est-à-dire le nom auquel renvoie le pronom relatif, le livre pour que, par exemple ici. La détermination de l'antécédent par la relative permet l'emploi de déterminants définis en dehors de toute autre considération. Mais les déterminants définis le sont aussi parce qu'ils renvoient à une situation d'énonciation, c'est le cas de déterminants démonstratifs, ou parce qu'ils renvoient par le biais de la possession à une personne, il peut être aussi présent dans la situation d'énonciation, c'est le cas de la première personne pour le déterminant possessif, de sorte que la relative n'est plus là qu'une explication, un élément qui ajoute une caractéristique supplémentaire, qui participe à la caractérisation, c'est dans cela qu'elle est équivalente à l'adjectif, et donc non essentielle. Pour l'analyse syntagmatique, on considère que c'est un ajout. C'est pour cela qu'on peut avoir un tour du type « j'ai acheté un livre à mon frère aîné qui est parti en vacances », sous-entendant que j'ai plusieurs frères et qu'il s'agit de celui qui est le plus âgé. Donc la détermination de frère est suffisante. Si je n'ai qu'un seul frère, j'ai acheté un livre à mon frère, il me faut évidemment une virgule qui est parti en vacances. Si je ne mets pas de virgule ici, on doit inférer que j'ai plusieurs frères et que celui qui m'intéresse est celui qui est parti en vacances. J'ai besoin de le déterminer. Pourquoi? Parce que mon ne suffit pas à le déterminer. Et si mon ne suffit pas, c'est que il y a plusieurs personnes qui pourraient être référées par l'expression mon frère. Donc j'ai plusieurs frères, mais il s'agit de mon frère aîné qui est parti en vacances, c'est un ajout. J'ai acheté un livre à mon frère aîné qui est parti en vacances, sans virgule. Si on considère que le frère aîné, c'est une seule personne, c'est-à-dire la personne qui est née le premier dans la fratrie, constitue donc une faute. Voilà l'astérisque ici qui manifeste. Alors on a parlé du déterminant relatif, puisqu'on est dans cet exemple, autant voir un emploi qui pourrait correspondre. J'ai acheté un livre à mon frère. J'insère ici, dans ma position étudiant à Bordeaux, entre deux virgules, une virgule ouvrante, une virgule fermante. Et donc l'antécédent du pronom relatif, puisque ici je veux construire une relative, est un peu loin. Et par souci de précision, je vais répéter le nom frère après un relatif qui cette fois-ci va être déterminant puisqu'il détermine le nom frère. Lequel frère est parti en vacances, déterminant s'accordant en genre et en nombre avec le nom. Donc là, on a mis en valeur cette opposition entre défini et indéfini à travers la relative. Donc ça permettait d'introduire le point sur la relative et aussi de justifier ce classement. Donc obéissent à ce type d'emploi défini l'article défini évidemment, le déterminant possessif, le déterminant démonstratif. Alors, notons que dans l'emploi de déterminant défini pluriel, les équivaut à tous les. C'est assez intéressant ensuite pour l'interprétation justement de cette actualisation du nom. Et les déterminants indéfinis vont être donc l'article indéfini, un, une, des,
Là, il faudra faire attention puisqu'on sait que D peut renfermer un lait par amalgame, par exemple. Les déterminants dits indéfinis, donc même, autre, chaque, quelque, tout, un, etc. Le déterminant numéral, ordinal ou cardinal. Alors, autre valeur à mettre en avant pour la question des déterminants, l'opposition entre générique et spécifique. Bon, en réalité, il s'agit plutôt d'emploi que de caractérisation de catégorie. Pourquoi? Parce qu'en français, quand on dit le chien aboie, on crée une ambiguïté. Il peut s'agir du chien en général. Donc le concept de chien est convoqué, on désigne une classe de référents qui est déterminée et qui se caractérise par sa capacité à aboyer, on va dire. C'est un emploi générique, donc chien en général. Mais je peux aussi, parce que j'entends actuellement un chien aboyer, que dans la situation d'énonciation, je peux convoquer cette idée de chien en entendant ces aboiements, faire référence à ce chien par un article défini, le chien, puisqu'il est situé dans le lieu par ce bruit caractéristique, aboie. Et là, il s'agit d'un chien défini, un référent dans une classe, en l'occurrence le chien du voisin que j'entends. Alors, cette opposition entre générique et spécifique est très productive en français et justement constitue un point de la langue dont il faut particulièrement se méfier puisqu'il permet de véhiculer ce qu'on appelle les caractéristiques liées à la classe de référent. En employant le de façon générique, par exemple devant français, le français, on construit une classe de référents répondant à la caractéristique liée au mot français. Alors, en mettant une majuscule, on désigne donc l'ensemble des personnes qui, légalement, sont en possession de la nationalité française. Cependant, en général, cette classe de référents n'est pas clairement définie par cette caractéristique, mais par un ensemble de comportements qui sont associés schématiquement, généralement, de notoriété, on pourrait dire, à cette classe de référents précitée. Même chose quand on emploie l'indéfini, un français, seulement là on prend un sujet exceptionnel. Et quand on dit les Français, on prend tous les éléments de cette classe. Donc une portée générale à partir d'une classe qui en fait n'est qu'une construction subjective. Alors, deuxième élément, l'opposition entre massif et comptable. Donc, je peux faire référence là à la notion d'article partitif que l'on apprend dans les classes primaires, la contraction de de, le, en du, que l'on trouve aussi sous la forme de de, l', version et l'idée devant un nom commençant par une voyelle, et de la au féminin. Donc, nommé article partitif, pour être précis, du, on est la forme contractée. Il s'agit bien d'un déterminant à part entière, étant un ajout dans une construction complexe pour mettre en valeur justement cette particularité d'emploi qu'est l'emploi dit massif. C'est le cas dans l'expression « je veux du pain ». Dans du, de plus le, de n'est absolument pas une préposition qui construirait donc un complément indirect. Il s'agit bien d'un complément d'objet direct avec du déterminant article contracté, donc partitif ou amalgamé, donc partitif, qui signifie que l'on veut une portion indéterminée de. Quand on dit j'ai acheté du pain, le pain devient quasiment une matière. C'est la même chose dans l'expression de l'eau, où on pense à la matière H2O.
dans 1 litre d'eau. Donc si on analyse en syntagme, on a donc un syntagme nominal constitué du déterminant 1, du nom litre, et d'un syntagme prépositionnel d'eau, SP, qui compte une préposition 2 et un nom O, c'est-à-dire un syntagme nominal avec absence de déterminant. Donc un emploi bien différent, puisque là on convoque un nom non actualisé, c'est-à-dire proche du concept, pour désigner cette quantité d'un litre. L'emploi massif, qu'on appelle aussi emploi non comptable, s'oppose à un emploi comptable, qui correspond à toutes les choses que l'on peut évidemment compter. Alors il suffit de placer un déterminant numéral cardinal devant pour vérifier qu'ils sont bien comptables. Donc j'ai acheté 1, 2, 3 pains. Donc là je ne désigne pas la matière mais l'objet, pain, par opposition à baguette, à tourte, etc. Et je peux aussi acheter une eau. Là je désigne une eau en bouteille, un type d'eau, donc a priori minérale, et non pas la matière. Alors là, j'ai choisi volontairement des exemples avec les mêmes noms, pain, eau, pour montrer qu'il s'agissait bien d'emploi. C'est-à-dire que je peux construire à partir d'un nom qui a priori est comptable, une maison, 2 maisons, 3 maisons, et en faire un emploi massif. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, une réduction de l'objet épisodique à une matière qui n'a que la forme de ce que le concept peut inférer. Alors c'est particulièrement flagrant dans les exemples rhétoriques que sont les insultes, où on a tendance à construire des emplois massifs à partir d'objets comptables et notamment de personnes, qui passent déjà de l'état de personne à l'état d'objet, donc une réification, puis à l'état de pure matière, et donc qui perdent leur intégrité. Ensuite, on peut récapituler un peu les différents emplois de D, et D. Alors, gardons en tête que D', c'est la version éditée de 2, qui est toujours possible. Donc, c'est équivalent. Dans la négation, il y a un livre, va devenir il n'y a pas 2 livres. Donc, 2 est la substitution de 1 dans une négation. Il y a une fille, au pluriel donne il y a des filles. Si je place un adjectif antéposé, par exemple belle, donc posé avant le nom fille, des belles filles, va régulièrement en français prendre la forme de belles filles, donc des devient deux. Donc le déterminant article indéfini pluriel, lorsque l'adjectif est antéposé au nom qu'il détermine, prend la forme de en langage soutenu. Donc second emploi de 2. Ensuite, dans des expressions comme l'apparition de plus un nom déterminé par un article défini, de plus les devient des par amalgame, contraction. On peut parler donc de l'apparition des chevets complexes au XIIe siècle. Alors cette expression signifie que tous les, puisqu'on a les, chevets complexes apparaissent au XIIe siècle. Et c'est pour ça qu'on peut lui substituer d'ailleurs l'expression l'apparition des chevets complexes du XIIe siècle, pour préciser que ce dont nous allons parler là maintenant, ce ne sont pas tous les chevets complexes qui sont apparus, et cette apparition s'est faite au XIIe siècle, mais de tous les chevets complexes qui sont spécifiquement apparus au XIIe siècle, sous-entendant, donc implicitant que certains chevets ne sont pas apparus au XIIe siècle. Donc là, la différence entre l'emploi de O et du, donc A et 2, dans cette construction du syntagme prépositionnel complément du syntagme nominal des chevets complexes, est en lien avec la détermination de chevet. Première chose.
Deuxième chose, si je veux parler de l'apparition de, et cette fois-ci non pas tous les, mais quelques, donc employer le déterminant article indéfini pluriel chevet complexe, 2 plus D donne 2, selon une règle qu'on appelle la règle de cacophonie, puisqu'on ne peut pas répéter 2 D, donc on efface D, mais ce 2 équivaut donc à 2 plus D, donc à l'emploi d'une détermination indéfinie. Il s'agit de certains chevets complexes. Et si je parle de l'apparition de chevets complexes au XIIe siècle, je considère que tous les chevets complexes ne sont pas apparus au XIIe siècle, mais seulement certains. Et c'est ces chevets complexes, ceux qui sont apparus au XIIe siècle, dont je vais parler maintenant, à l'exclusion de ceux qui sont apparus au XIIIe, au XIe, etc., implicitement. Donc ce genre d'expression est assez importante à repérer, puisqu'en français, c'est proprement signifiant, et notamment lorsque vous avez un sujet qui vous est proposé, ça peut entraîner des contresens assez lourds. Ce n'est pas la même chose de considérer que tout est apparu au XIIe, ou qu'une partie seulement est apparue au XIIe, et que c'est cette partie-là que l'on traite. Autre emploi de deux, c'est l'emploi où deux est simplement une préposition. C'est ce que je précisais dans l'exemple précédent, avec un litre d'eau. Donc ce type d'emploi où le nom n'est pas actualisé par un déterminant, n'est pas déterminé, donc c'est un cas d'absence de déterminant. À la page 126 du manuel, vous avez dans le récapitulatif d'emploi des déterminants une petite partie de la fiche sur l'absence de déterminant qui vous rappelle les conditions de cette absence. Bon, mais un des cas les plus fréquents, c'est le cas du nom d'action. C'est assez reconnaissable parce qu'en général en français ces noms ont le suffixe sion qui montre qu'il s'agit d'un dérivé donc, du verbe là en l'occurrence répéter. Et cette action donc n'est pas actualisée. Donc c'est le fait de, on peut sous-entendre répéter, qui est l'objet de la volonté. Donc la volonté de répétition, là, parce qu'il s'agit du fait de répéter, donc de l'action unique en tant que concept, et donc au singulier. Donc là, ça c'est assez important, puisque c'est ce qui amène des confusions orthographiques ou des hésitations ici, pour savoir si répétition est au singulier ou au pluriel. La répétition est au singulier parce qu'il s'agit d'un nom d'action, d'un nom non actualisé, non précédé d'un déterminant, et non pas, comme ici, d'un de qui consacre la disparition de D, donc 2D avec une détermination indéfinie pour le nom qui suit. Alors un bon outil, là, c'est de passer au singulier, de voir si on peut le passer au singulier. L'apparition de chevets complexes, passer au singulier, donne l'apparition d'un chevet complexe, et on voit bien là qu'on a d'un, des apostrophes 1, 2, 1, c'est-à-dire préposition 2 plus déterminant indéfini, article indéfini. Tandis que là, le passage au singulier ne donne rien. La volonté d'une répétition ne donne pas le même sens que la volonté de répétition. Alors, c'était un petit récapitulatif là, sur les différents emplois de deux qui pouvaient être liés à cette compréhension de la notion d'emploi donc massif, comptable, défini, indéfini, générique et spécifique. Un petit point là sur les différents emplois de l'article défini. Nous avons évoqué la plupart de ces emplois, peut-être ajouté. Alors, on va employer donc l'article défini par notoriété. C'est-à-dire que lorsque vous dites la mer est bleue aujourd'hui, l'entité mer est actualisée de façon définie puisqu'il n'y a qu'une mer et que tout le monde sait de quoi on parle quand on désigne la mer. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un article indéfini, hein, une mer, considérant qu'il y en a plusieurs, mais lorsque l'on dit la mer, on désigne comme le ciel, l'univers, une entité donc, de notoriété, et c'est ce qui justifie l'emploi de l'article défini.
c'est la notion qu'on pourrait ajouter. Les autres ont déjà été vus. Alors, l'emploi dit anaphorique. Alors, il est très souvent explicite. Je suis assise sur une chaise. J'emploie le mot chaise de façon indéfinie. Je la fais exister, on pourrait dire, je l'actualise. Et dans la phrase suivante, ou un peu plus loin, je peux dire la chaise, puisque j'ai déjà évoqué cette chaise. Elle est déjà présente dans l'univers de compréhension. Et donc, je peux employer l'article défini. La chaise est cassée. C'est un emploi anaphorique, avec la anaphorique, qui a donc un antécédent chaise, ici. Cet emploi peut être implicite, c'est très fréquent. Je suis assise, la chaise est cassée. Le fait d'être assise sous-entend qu'il y a probablement un siège. Et donc là, est justifié par cet implicite. Et le fait que la sorte de siège n'ait pas été précisée et qu'elle le soit maintenant n'empêche pas la possibilité d'employer le déterminant article défini. Ces types d'implicitation correspondent à différentes possibilités liées à la langue, dont l'hyponymie, la méronymie, ensemble de nos notions à voir en détaillant les caractéristiques sémantiques du nom. Là, nous nous concentrons sur les points grammaticaux. L'emploi défini lié à une détermination, par exemple, c'est le cas avec la chaise sur laquelle je suis assise et cassée. Donc, sur laquelle je suis assise donne des éléments de détermination par la proposition subordonnée relative adjective déterminative qui permet donc d'employer l'article défini. L'emploi deictique, par exemple, je tiens une souris d'ordinateur dans la main et je dis la souris est cassée. Donc je me réfère là à la situation de communication, donc à l'énonciation. Cet emploi est lié à l'énonciation pour savoir que cette souris est présente, qu'on peut la voir. Alors évidemment, on a la possibilité de considérer aussi l'emploi générique, et dans certains emplois déictiques, l'ambiguïté demeure, l'ambiguïté qui doit être résolue à l'oral, par la gestuelle, la situation ou une confirmation, puisqu'on a un feedback avec l'interlocuteur avec lequel on communique, c'est assez aisé. À l'écrit, cette ambiguïté doit être systématiquement évitée, levée par le contexte. Mais lorsque je dis la souris n'est pas pratique, il peut s'agir de la souris que j'ai dans la main ou de la souris en général. Comme je dirais la chaise à 4 pieds. La chaise à 4 pieds, là j'ai un emploi donc générique. Je fais référence à la classe de référent chaise pour lui donner une caractéristique particulière, reconnue de tous. Dans ce cas-là, on emploie l'article défini. Ce n'est pas le cas dans toutes les langues. Par exemple, en anglais, on n'emploie pas d'article dans ce cas. Alors, je ne parle pas de l'emploi autonymique, mais j'aurais pu. Je pourrais dire que, par exemple, la chaise a un H. Et là, je fais référence au mot chaise, au terme chaise. Pour faire référence à son orthographe, je ne convoque pas de référent. Donc là, voilà pour ce point qui conclut, on pourrait dire, la question de la détermination ce cours, et qui permet ainsi d'ouvrir sur la dernière notion que nous verrons dans le groupe nominal, c'est-à-dire l'adjectif et ses équivalents, en l'occurrence la proposition subordonnée relative adjective, puisque les autres points donc, seront liés à la présentation concernant la sémantique pour aborder le nom en particulier, l'adjectif et la construction, et donc les questions de lexique.